5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Leurs noms sont connus par cœur et les success stories presque sur toutes les lèvres et au bout d'un clic sur Google. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Tony Elumelu, bref, ils sont bien nombreux ces entrepreneurs à succès qui ont réussi à impacter le monde en partant de presque pas grand-chose. L'entrepreneuriat, un mot pendant longtemps resté un rêve presque inaccessible aux jeunes, mais qui semble désormais avec la multiplication des startups enfin à portée de main. Les petites entreprises innovantes poussent comme des champions et rivalisent d'ingéniosité les unes que les autres. Sauf que le contexte ici laisse planer beaucoup de doutes et d'incertitudes sur l'avenir de ces pôles économiques. Comment financer sa start-up? Comment séduire les banques? Quels sont les besoins primordiaux? Quels sont les secteurs d'avenir? Autant de préoccupations que semble vouloir régler le gouvernement en mettant en place un comité pour la labellisation de l'entrepreneuriat innovant. Nous allons tracer dans cette émission donc les réflexions autour de cette nouvelle donne. C'est bien sûr dans ce forum de discussion. Et puis vous le savez, sans doute le Bénin a adopté sa stratégie nationale de l'intelligence artificielle sur le continent. De plus en plus d'acteurs font le pari de cette technologie du futur, mais son utilisation globalement timide, j'allais dire. Quels sont les enjeux et intérêts pour les pays comme le nôtre de miser sur l'IA, comme on l'appelle en abrégé, et qui bouleverse déjà le monde? Nous en parlons également. Pour en parler sur ce plateau, mon collègue du service web de la télévision nationale de l'ORTB, pour faire court. Bonjour et bienvenue Maurice Tantan. Bonjour Eman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de 5 sur 7 matin, un plateau que vous connaissez très bien puisque c'est vous qui nous aidez justement à relayer les avis des internautes. Et vous n'allez pas pouvoir manquer de le faire ce matin encore, j'espère qu'ils ont été bien nombreux les internautes. On verra bien. On verra bien. Et puis en plateau avec nous aussi, Arnaud Goussanou, il est entrepreneur dans le domaine du numérique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour la discussion. Je vous en prie. Et puis, Augustino Agbemavo, il est le président donc, de Book Connect Group, entrepreneur, innovateur, consultant junior. Les titres sont bien nombreux, mais on va s'en arrêter là. Bonjour et bienvenue, Augustino. Bonjour, Eman. Et sa marque de fabrique, le sourire. Toujours. Allez, on ne peut jamais le voir, l'apercevoir sans son sourire légendaire. Ce n'est pas le sourire de Jean-Pascal Zadi non plus. Allez, on revient dans ce qui nous concerne ce matin. Il s'agit bien sûr de cette nouvelle donne qu'a voulu impulser le gouvernement aux startups en mettant en place un comité pour réfléchir à la labellisation des startups. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionnent les startups à cet instant précis dans notre pays? Comment est-ce que vous vous débrouillez, on va dire ainsi? Alors, merci, Eman. Alors, la start-up de votre expérience personnelle, bien sûr. Alors, la start-up aujourd'hui, c'est cette jeune pousse, d'accord, entreprise, donc c'est une jeune entreprise qui a un fort potentiel de croissance. Et d'abord, cela part d'abord de l'idée. Il faut d'abord avoir une idée dans la tête. Et aujourd'hui, sous nos cieux, lorsque vous avez une idée, vous avez l'opportunité d'aller, de postuler à des appels à projets, de postuler à des appels à candidature, et donc de vous faire encadrer et donc de pouvoir mûrir votre idée, d'accord, de passer de l'étape d'idée à l'étape de prototypage. Et donc, nous, aujourd'hui, on regarde notre expérience, c'est par là un peu que nous aussi, on a pris. Donc, on a eu l'opportunité de se faire former, d'aller dans ce qu'on appelle aujourd'hui les incubateurs et accélérateurs. Donc, d'abord les incubateurs, c'est plus ça qu'on a sous nos cieux. Et donc, ça a été le moment pour de nous faire former. Et c'est là où, en fait, le jeune entrepreneur apprend les b.a.-ba de ce qu'il attend d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après l'état de prototypage, maintenant, vous lancez sur le marché. Vous commencez par avoir vos early adopters. Vous allez commencer par avoir des retours clients. Et d'année en année, au moins, sur 1 an à 2, d'accord, vous arrivez maintenant à avoir un produit quand même un peu mûr que vous pouvez maintenant lancer sur le marché. À ce niveau, lorsque vous avez à avoir ce qu'on appelle le product market fit, et donc vous pouvez maintenant davantage grandir, aller vers la croissance et voire même la levée de fonds. Et donc chez nous, le chemin est encore fastidieux. L'environnement n'est pas encore tout à fait favorable à la chose. Pour convaincre les clients, c'est encore compliqué. Lorsque vous êtes dans le numérique à 100%, le défi est encore plus grand. Je ne vais pas parler de volet financement et autres. Aujourd'hui, les startups difficilement arrivent à avoir le financement qu'il faut. On n'arrive qu'à se répercuter sur tout ce qui est appel à subventions et autres pour nous aider quand même à gérer les 2, 3, 4 premières années. Parce que c'est des moments où vous n'avez pas encore à faire du chiffre pour couvrir toutes vos charges. Et là, vous êtes là à traîner
Et voilà, petit à petit, quand même, avec l'endurance, avec la motivation, on arrive à s'en sortir et c'est ce qui fait que nous sommes encore là sur le terrain aujourd'hui. D'accord. Alors, Arnaud, Sanou, comment est-ce que vous avez pu mettre en place votre entreprise ou votre start-up je sais pas, peut-être c'est déjà aujourd'hui une entreprise confirmée qui brasse beaucoup de milliards, certainement. En tout cas, on vous le souhaite vivement. Si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore le cas, mais bon, déjà, comment est-ce que vous êtes entré dans le secteur? Alors déjà en faisant des métiers du numérique, en étant rédacteur web, community manager, social media manager et développeur en apprenant du développement, du marketing digital, voilà, tous les métiers de base en fait dans le domaine du numérique déjà. Et après, comme l'a dit Augustino, partir d'une idée, en regardant sur le terrain et sur le marché, dans le pays, un problème que rencontrent les citoyens et en se disant, OK, avec le numérique, avec la tech, on peut résoudre ce problème, on peut apporter une solution qui sera un peu plus facile à nos populations. Et dans mon cas, ça a été dans un premier temps dans le domaine de la communication et le marketing, et dans un second temps, ça a été dans le domaine de l'agriculture. Et après, je me suis aventuré aussi dans l'énergie renouvelable, puisque c'est ma formation de base, l'environnement et l'efficacité énergétique. Et actuellement, je suis en train de travailler, je suis en train de rentrer dans un autre secteur, qui est celui de l'assurance. D'accord. Donc, on parle d'une idée, on parle d'un problème concret qu'on voit, qu'on rencontre, et qu'on se dit, OK, à partir d'une solution numérique, et pas tout court, mais dans mon cas, d'une solution numérique, on peut arriver à résolver ce problème et apporter de la plus-value aux clients qui vont payer pour avoir cette solution. D'accord. Alors, Maurice Tonton, quel est aujourd'hui l'état des lieux en termes de start-up dans notre pays? Est-ce que les start-up s'épanouissent davantage ou elles sont quelque peu encore sous le joug de nombre de difficultés? Il y a beaucoup de difficultés que rencontrent les start-up dans notre pays. Il faut dire que c'est un mouvement qui a commencé au Bénin il y a globalement une dizaine d'années. Donc, peut-être si on remonte un peu plus, on peut parler maximum d'une quinzaine d'années parce que je me souviens très bien et la documentation qu'on a aussi montre que les premiers concours, les premières initiatives de détection et de promotion des jeunes entreprises à fort potentiel de croissance et avec des produits innovants ont commencé en 2012-2013. Donc ça fait globalement 10 ans, peut-être qu'il y a des initiatives plus se passent un peu avant, mais on est dans cette tendance-là, dans cette tranche d'années. Aujourd'hui, 10 ans après, il faut constater que globalement, on n'a pas encore de champions, comme on appelle. On n'a pas vraiment encore de champions nationaux qui font la différence, qui bien même les premières initiatives, les premières entreprises, jeunes entreprises qu'on a vues en 2013-2014, il n'y en a pas encore réellement et qui sont devenues de grosses boîtes qui emploient des centaines de personnes, même si il y a des entreprises qui existent, qui connaissent des mutations et comme Augustino l'a dit, les difficultés qu'ils rencontrent sont là, c'est-à-dire que l'écosystème reste encore à structurer. C'est pour cela justement que l'initiative du gouvernement est la bienvenue, en tout cas dans sa volonté d'accompagner ces jeunes entreprises-là qui, dès le début, rencontrent des difficultés et le compte rendu du Conseil des ministres l'a si bien dit, de financement, donc pour accéder au financement. Parce que justement, quand c'est une jeune entreprise, jeune pousse, il y a des besoins spécifiques. C'est des besoins spécifiques et malheureusement, le tissu bancaire, c'est-à-dire le système bancaire ou le système de financement qu'on a en place ne comprend pas ces besoins-là. Ils ne sont pas à même d'accepter d'offrir un financement à une jeune entreprise qui ne peut pas leur apporter de garantie. Parce que quand vous êtes jeune étudiant, vous avez 21 ans, vous sortez d'une structure de formation de l'université, vous avez une idée et vous voulez innover, vous allez trouver les garanties ou quand on vous demande d'apporter une parcelle en garantie ou bien d'apporter un certain nombre de biens matériels en garantie, d'immobilier, vous allez trouver ça, vous n'allez pas trouver.
quand vous allez sur le marché et que dans la première année, vous devez commencer à payer des charges fixes, mais surtout des impôts, vous ne pouvez pas. C'est difficile, en fait. Et c'est encore ça, la réalité aujourd'hui des entreprises, des start-up dans notre pays. C'est ça un peu l'état des lieux qu'on peut dire. Mais après, il y a des avancées. Il y a par exemple des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant qui existent de plus en plus, qui permettent en fait de donner plus de ressources, de compétences techniques et de structuration à ces jeunes pousses-là. Parce qu'il faut aussi, comme Tino l'a dit, Augustino l'a dit, passer par des incubateurs, des accélérateurs. Donc il y a un processus qu'on n'a toujours pas eu il y a 10 ans, mais qui de plus en plus se met en place dans notre pays. Alors Arnaud, comment est-ce que vous êtes arrivé à financer votre jeune entreprise? Où est-ce que vous êtes allé chercher l'argent? On a vendu une parcelle? Oui, bien sûr, on a vendu une parcelle. Donc déjà, c'est du fonds propre. Mais je vais réagir rapidement à la dernière question que Maurice vient de brosser. Je dirais on a quand même quelques champions. On a quelques premiers de cordée qu'on peut dire, qui peuvent tirer en fait. Aujourd'hui, lorsque vous voyez toute la digitalisation, l'élan de digitalisation de services numériques, de numérisation, de digitalisation de notre administration publique, il y a derrière des startups béninoises qui travaillent, qui ont créé des solutions. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a tout un business, il y a des business models aujourd'hui qui sont viables, qui existent sur le marché. Et ces startups-là vivent bien, ne se plaignent pas, mais risquent de devenir des PME et de ne pas être cette entreprise à forte croissance comme les Facebook, les Google, si elles ne reçoivent pas le financement dont elles ont besoin en ce moment. Donc, il y a des champions nationaux, mais qui sont encore dans leur coin, qui font, on fait banalement, généralement 20 et 100 millions de chiffre d'affaires avec des marges variables. La plupart d'entre nous, on est quand même, un peu dans notre coin, mais on n'a pas cet écosystème propice pour nous propulser comme aux États-Unis, comme en France, comme on l'aurait souhaité. Mais on espère, les difficultés sont là, il en a parlé. Et dans notre cas précisément, oui, c'est du fonds propre au démarrage. Tu es obligé d'y mettre tes économies ou ce que tu as gagné en faisant d'autres boulots, en étant... Il y a des gens qui ont démissionné de leur entreprise, qui avaient un peu d'économie, qui ont investi. Dans mon cas, ça a été des consultations personnelles du travail que j'ai fait ailleurs avec mon associé également, qui, comme vous l'avez dit, a vendu également... une parcelle d'héritage pour pouvoir financer en fait nos premières années de vie. Et après, oui, on a bénéficié de quelques subventions. On a participé à des concours, des hackathons, auxquels on gagne souvent des prix, des reconnaissances. C'est même à ces endroits que ton idée est validée, reconnue, et que tu te dis tu es sur la bonne voie, et que tu peux encore mettre plus de moyens. Et on gagne souvent des montants de 500 000, de 1 million, de 2 millions, de 3 millions en fonds de subventions. Et dernièrement, en 2021, il y a l'État béninois qui a mis en place un fonds d'aide à l'entrepreneuriat numérique et qui nous a également accompagnés à travers ce fonds. Donc, il y a toutes ces initiatives qui nous ont permis de financer notre entreprise jusque-là et de rester quand même... de rester à flot. D'accord. Alors, Augustino, vous avez certainement, avec votre start-up, des envies de croissance. Comment est-ce que vous vous y prenez pour, justement, percer, comme le disent les jeunes? Alors, comment on s'y prend pour percer? Alors, c'est d'abord de la formation, nous-mêmes. Parce qu'il faut le dire, on a atterri dans ce milieu sans formation de base et ça a toujours été le cas pour beaucoup d'entre nous. Et donc, pour nous, pour d'abord comprendre, il faut d'abord se faire former régulièrement. Et donc, c'est d'abord la deuxième chose. Nous, parce qu'on n'a pas une certaine structuration interne, même à notre niveau. C'est-à-dire, on essaie d'asseoir une bonne base en termes de structuration, en termes de formalisation, en termes de process interne, d'accord? Et maintenant, on cherche aussi les nouvelles opportunités. On est tout le temps dans la réflexion constante pour dire, OK, le service qu'on apporte sur le marché, comment on l'apporte au plus grand nombre de personnes? Et donc, et cela passe nécessairement par le financement. Si on n'a pas les sous, on peut pas croître. On peut pas nécessairement s'étendre, aller dans d'autres villes ou voire même aller dans d'autres pays.
Et donc, il y a quand même un peu de rigueur financière qu'on met aussi là-dedans quand on gagne les différents concours ou bien les différentes subventions. On essaie quand même de voir, OK, où orienter l'argent. Et nous, aujourd'hui, on travaille à diversifier nos modèles économiques. On était parti sur du B2C. Là, on fait également du B2B aussi, qui nous rapporte quand même pas mal pour pouvoir combler un peu les gaps de l'autre côté et pouvoir avancer, couvrir un peu les charges. Et donc, on est dans cette recherche constante des opportunités. C'est ça, hein, la startup, c'est ce qui vous caractérise beaucoup, c'est le fort potentiel de croissance. Et nous, on croit quand même qu'on a un modèle assez intéressant. On a eu pas mal de reconnaissance, de distinctions à gauche, à droite. On a quand même une bonne base de clientèle aujourd'hui et on sait que notre produit répond à un besoin sur le marché. Et aujourd'hui, ça nous conforte quand même dans cette position. Et donc, c'est beaucoup de stratégies qu'on utilise. Il n'y a pas une ligne fixe dans notre domaine. Il faut benchmarker aussi. Donc, il faut voir ce qui marche ailleurs, qu'on peut adapter chez nous. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes au quotidien. Du rappel, hein, Augustino Agbemavo, taille 1m86, c'est ça? Profession, vendeur, loueur de livres. Vendeur, loueur de livres, c'est voilà. ça. Allez, quand on parle aujourd'hui de labellisation des startups, quelles sont vos attentes personnelles en tant que jeune entreprise qui veut justement connaître une croissance, qui veut grandir à l'avenir? Quelles sont vos attentes? Alors déjà, lorsqu'on a tous lu le Conseil des ministres, ma réaction a été « Ah, enfin !» Parce que en tout cas, cette décision-là espérée depuis fort longtemps et on est quand même ravis que le gouvernement a quand même avancé dans ce pas-là. Alors nous, aujourd'hui, nos attentes, clairement, c'est on veut voir l'opérationnalisation des choses. Aujourd'hui, on appelle du comité technique qui sera mis en place. On attend de voir tout ce que cela va donner. On attend également l'opérationnalisation de l'ADPME, qui est aujourd'hui le guichet unique de tout ce qui est appui aux entreprises aujourd'hui au Bénin. Et donc, ça fait quand même un peu plus d'un an maintenant que la décision a été prise. On attend de voir l'opérationnalisation de ce guichet-là. Et donc, nous, aujourd'hui, en tant que jeunes acteurs, nos attentes, c'est d'abord notre implication dans tout ce process-là. Parce qu'on le dit, ce que vous faites sans nous, pour nous, et contre nous. Et ce domaine de start-up, d'entrepreneuriat numérique, d'entrepreneuriat innovant, comme Maurice a dit, c'est un mouvement nouveau pour beaucoup de personnes aujourd'hui et même pour beaucoup de cadres aujourd'hui. Et donc, il faut que ces cadres-là puissent accepter nos associés. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de fêtières. Vous avez la Fédération des SAU, vous avez le partage des startups, vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à mieux d'appuyer nos cadres aujourd'hui dans la prise de décision, dans la conception d'un certain nombre d'outils pour nous. Parce que ce domaine est vraiment sensible et quand vous n'y êtes pas au cœur, vous pouvez facilement passer à côté. Pensant nous faire du bien, mais en réalité, vous nous mettez encore les bâtons dans les roues. Et donc pour nous, c'est réellement ça, donc nous impliquer. Deuxième chose, c'est réellement qu'il y ait une bonne vision partagée autour de... On veut avoir des champions béninois aujourd'hui dans la sous-région. On veut pouvoir dire qu'il y a des jeunes béninois qui lèvent des fonds, qui sont connus par de grands accélérateurs de par le monde. Et donc, nous, notre attente, c'est que les décideurs, et que cela soit également une volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas espérer qu'il y ait un grand fonds d'amorçage qui soit mis à la disposition des jeunes pousses béninoises sans qu'il y ait une vraie volonté politique derrière. Et donc, nous, en tout cas, pour ma part, mes attentes, c'est qu'il y ait vraiment une vraie volonté politique qui dise « Je veux accompagner les jeunes béninois, je veux qu'il y ait des pépites béninoises qui puissent quand même éclore et qui puissent quand même faire la renommée de notre pays. » D'accord. Maurice, t'entends quels devraient être les axes sur lesquels justement ce comité technique devrait embrayer pour, je veux dire, le plein épanouissement ou pour mettre en place quand même ne serait-ce que le cadre théorique adéquat et pour permettre l'épanouissement de ces jeunes entreprises innovantes en se basant sur les difficultés qu'elles ont aujourd'hui? Non, je pense que quand vous écoutez les deux entrepreneurs, puisque moi je n'en suis pas un, vous voyez, il y a une difficulté qui revient souvent, le financement. Et quand vous écoutez les témoignages, ils ont dit on finance parce qu'on gagne des concours, des hackathons, etc. Vous ne pouvez pas faire une start-up seulement en gagnant des hackathons, une entreprise. C'est impossible. Et malheureusement, c'est ce qui se passe parce qu'il n'y a pas une disponibilité et parce que le système bancaire qui a même le système financier qui a même d'octroyer les ressources qui peut parier sur la croissance de l'entreprise ne comprend pas
l'ADN des startups et il n'a pas de produits adaptés aux startups pour les accompagner. Donc, aujourd'hui, la labellisation doit pouvoir permettre à tout le moins aux startups d'aller plus facilement vers le financement qui va leur permettre de se lancer, de croître rapidement, comme on le dit. Donc, le travail de ce comité technique-là, qui va recevoir les demandes de labellisation, les traiter et valider, voir, etc. Il faudrait que derrière, le gouvernement aussi s'assure que dès que quelqu'un, une entreprise a ce label-là, qu'il puisse avoir accès à un certain nombre de facilités. Et en cela, il faut regretter que le FAEN, le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, ait disparu. Ça, il faut le dire, c'est un fonds qui a fonctionné pour une annualité et puis après, plus rien. On ne comprend pas. C'était une belle initiative. Malheureusement, depuis 2020, on n'a plus rien. Ça veut dire que, quelque part, il faut aussi s'interroger sur la volonté politique qu'on a en place. On crée le FAEN, ça disparaît, et puis maintenant, on a la labellisation. J'espère que ça va pas, la labellisation va pas... La labellisation, qu'est-ce qu'elle va apporter fondamentalement, selon vous? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Non, aujourd'hui, on a le Conseil des ministres a expliqué que c'est donc pour aider les startups à surmonter les désagréments concernant les difficultés d'investissement ou d'autres fiscales que le décret est adopté. Il permettra d'offrir un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation des startups. Moi, c'est-à-dire, c'est comme quand vous venez investir au Bénin, on vous inscrit au code B ou au code C des investissements. Ça vient avec un certain nombre d'avantages. J'entends que s'il y a une labellisation, c'est pour permettre à des jeunes pousses d'avoir un certain nombre d'avantages, facilité, notamment d'ordre fiscal. Peut-être qu'on peut le dire, sur les premières années de votre exercice, vous êtes exonéré par rapport à un certain nombre de choses. Si vous devez importer du matériel, par exemple, pour pouvoir développer, j'entends, ce n'est pas encore dit clairement dans le Conseil des ministres. C'est ce qu'il faut faire pour faciliter la tâche à ces jeunes pousses-là qui vont tirer l'économie vers le haut. Parce que ce qu'on oublie de mentionner, c'est que c'est des entreprises qui emploient des gens aussi, qui participent à la formation des cadres, des élites dans notre pays. Et donc, ils ont un rôle important qu'ils jouent, elles ont un rôle, ces entreprises-là, dans le tissu économique de notre pays. Et aussi dans la délivrance de services à valeur ajoutée. Parce que les entreprises, les startups, elles produisent des solutions qui vont faciliter la vie des citoyens. Alors, Arnaud Goussamou, je vous fais la même question. À quoi est-ce que vous vous attendez quand vous avez appris que le gouvernement a mis en place un comité technique pour la labellisation des startups? Si vous avez des recommandations à faire ou des propositions à formuler, lesquelles seraient-elles? Ok, je pense, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais parce qu'il faut qu'on fasse un peu de pédagogie. Allez-y. La plupart du temps, on se demande pourquoi on doit investir dans les startups. Est-ce que les startups, c'est pour faire bon chic ou bien c'est pour faire tendance, nouveauté? Oui. Mais en réalité, non, parce que les startups sont une nouvelle type d'entreprise qui apporte de la croissance à une économie. Aujourd'hui, c'est prouvé à travers des rapports dans le monde entier. Aujourd'hui, un pays qui embrasse la Startup Nation, et vous en avez en Afrique qui commencent pas à aller très très loin, comme le Nigeria à côté de nous, comme l'Algérie, comme l'Égypte. Et ça a carrément des points en plus en termes de PIB. Parce que vous avez des entreprises qui naissent, qui ne font pas 10 ans, 20 ans, 50 ans, pour aller sur des marchés, pour aller sur 10 pays ou 20 pays. Et qui vont rapporter tout cet argent dans l'économie du pays d'où ils sont originaires, d'où ils sont nés. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que Facebook a un modèle pratiquement mondial. En étant une petite entreprise de moins de 20 ans, je pense que Facebook c'est 2006. 2004. Donc on est environ à 17 ans de vie. Mais qui aujourd'hui est l'une des plus grandes entreprises du monde et qui rivalise avec les entreprises qui existent depuis 300 ans, 400 ans. Avec un modèle totalement innovant. Mais il y a un problème. Dans son financement, il y a le risque. Le risque est très élevé quand on parle de start-up. Parce qu'on part d'une idée, on veut aller vite, et on met de l'argent, et on est prêt à ce qu'on perde cet argent-là. Et c'est pour ça justement que les modèles financiers, d'accompagnement financier que nous avons avec nos banques commerciales ne sont pas adaptés du tout. Nous, on ne va même pas les voir, parce qu'on sait qu'on ne parlera pas le même langage.
Et ils font beaucoup de concours, ils nous attirent, ils disent venez, on veut faire tel concours. Mais nous, on sait que derrière, ils n'ont pas de produit pour. Parce que lorsque tu finances 100 startups, c'est que tu es prêt à que 98, 99, 97 se cassent la tête, échouent, et qu'une seule ou deux ou trois puissent te rapporter cet investissement que tu as fait sur les 100. Parce que lorsqu'elle fera sa croissance, elle va croître, elle va pouvoir financer en fait ce que tu as mis sur tous les autres. Et aujourd'hui, on en a besoin dans l'écosystème. Donc aujourd'hui, quand moi j'entends labellisation, lorsqu'on entend labellisation, on voudrait passer à une labellisation de l'écosystème. Pas une labellisation seulement des startups, parce que les startups doivent, lorsque vous regardez les documents internationaux en la matière, il y a tout un écosystème qu'il faut construire autour de l'écosystème startup, qu'on va appeler écosystème innovant ou écosystème entrepreneuriat innovant. Alors, au niveau de cet écosystème, il y a des instruments qui manquent, comme par exemple un fonds d'amorçage, des fonds d'investissement. Aujourd'hui, nous, on a des possibilités pour des startups qui sont bâties aujourd'hui au Bénin de lever des fonds. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas attractif pour ces capitaux risqueurs qui, en réalité, ne peuvent pas mettre leur argent, qui vont partir beaucoup en impôts, en termes de pourcentage. Donc, d'où, comme Maurice l'a proposé tout à l'heure, dans la labellisation, on va aller loin. Au fait, on n'arrive pas à savoir aujourd'hui, parce qu'on nous dit, on a parlé de la labellisation dans le compte rendu du Conseil des ministres des startups pour leur permettre de bien passer leur première année de vie et tout. Mais derrière, il faut une loi, ce qu'on appelle la Startup Act. Aujourd'hui, on ne sait pas si le gouvernement ne veut pas aller vers le législatif pour faire voter cette loi et elle va passer en décret et va faire l'objet d'une mini Startup Act. Je ne sais pas si c'est le modèle qui a été pris. Il faut qu'on puisse discuter non seulement avec le ministère du numérique, de la digitalisation, le ministère des petites et moyennes entreprises, et également avec le gouvernement, pour qu'on comprenne quelle est l'option choisie par le gouvernement pour vraiment doter le pays d'une loi qui nous sécurise et qui dit voilà ce que vous avez comme avantage. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le Code général des impôts, le mot start-up y est déjà et des articles sont consacrés pour dire les avantages qu'une start-up a au sens du Code des impôts. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se présenter devant l'administration fiscale pour dire on est une start-up. Qu'est-ce qui justifie que tu es une start-up? Donc oui, la labellisation viendra te donner la légitimité de dire, OK, voilà le document qui régit que je suis une start-up, qui dit que je suis une start-up, donc je bénéficie de ces avantages. Mais ça, ce n'est pas le plus important pour nous. Le plus important pour les start-up aujourd'hui, c'est de dire on a besoin de fonds, on a besoin de financement, on a besoin de structuration. Et il y a des firmes étrangères qui sont prêtes, qui sont à côté de nous, qui viennent au Nigeria. Mark Zuckerberg fait des visites. Il investit au moins dans 3 startups nigérianes, comme Mandela par exemple. Il fait des visites presque annuelles au Nigeria. Ils viennent au Ghana, ils viennent en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils sont près de nous, mais ils ne viennent pas ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'écosystème favorable, on n'a pas l'environnement d'affaires favorable pour attirer cet argent qui est disponible, ce capital risqué qui est disponible, mais qui n'arrive pas à venir parce que, on n'a pas un marché grand, on n'a pas une législation qui est adaptée. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de confrères, et Maurice ne va pas me dire le contraire, béninois, qui ont démarré les startups ici, mais qui sont installés sur d'autres marchés, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal. Parce qu'ils sont plus attirés là-bas par... Et nous-mêmes, on a envie de... À un moment donné, si ça ne se structure pas, nous-mêmes, on va peut-être partir. Prendre la décision de partir. Comme par exemple, quand on a lu hier qu'un Béninois qui a démarré ici est entrepreneur tech ivoirien. Oui, en fait... Malheureusement. En fait, malheureusement, et c'est ça, en fait, le piège que... Il y a un chichi qui a été enlevé. C'est ça le piège que notre État doit éviter. Et Arnaud Goussano fait bien de le mentionner. Pourquoi le Bénin fait le choix juste de structurer par le biais d'un décret au lieu d'aller vers une loi. La Tunisie, sur le continent, la Tunisie a commencé en 2018, comme le Sénégal a adopté une législation propre aux startups. Donc, je pense que on a peut-être limité l'ambition par rapport à ce qu'on veut. Je pense qu'on a un peu limité l'ambition par rapport à ce qu'on veut. Pourtant, il y a une grosse volonté de faire du Bénin la plateforme des services numériques en Afrique de l'Ouest. Donc, un hub numérique. Et donc, par rapport à ça, on aurait pu aller plus loin avec une loi. Encore que les initiatives, les idées pour pouvoir aller vers une législation propre aux startups au Bénin ne datent pas de cette époque. Ça a commencé, que je vous l'ai dit, aussitôt que les premiers concours de détection des startups ont commencé. Donc, depuis au moins
5 ans, il y a des initiatives qui sont sur le continent. Donc, on aurait pu peut-être aller vers une loi qui sécurise davantage parce que ce qu'on dit aussi, c'est qu'on n'a pas le capital sur place, on n'a pas nécessairement le capital sur place pour financer. Mais là où ça se trouve, il faut qu'on puisse aller, ou bien qu'on puisse avoir les instruments, les ressources pour pouvoir aller attirer ce capital-là dans ces pays. Et sur le continent, ce sont les pays anglophones qui ont compris et qui attirent le plus. Quand vous regardez par exemple les entreprises, les startups qui lèvent le plus de fonds sur le continent chaque année depuis plusieurs années, ça se situe au Nigeria, au Kenya, en Égypte, en Afrique du Sud et au Ghana. Les pays francophones, vous allez voir, la dernière fois, Sénégal, parce qu'il y a eu Wave, qu'on considère... voilà. Il y a eu, voilà. Donc, c'est ces deux pays-là, Afrique francophone. Évidemment, il y a le marché, mais si on met en place une structuration, les Béninois les jeunes Béninois, ils sont ingénieux. Ils créent des entreprises, ils sont aussi productifs, puisqu'on connaît des exemples, on peut en citer 2 ou 3 qui ont quitté le Bénin et qui ont créé des entreprises ailleurs et qui ont levé des fonds aux États-Unis. Qui ont revendu des boîtes. Voilà. Donc, il faut qu'on crée vraiment, avec beaucoup d'ambition, cet écosystème-là, cette structuration-là. La labellisation, c'est un premier pas. Il faut vraiment que le gouvernement soit transparent, que nous dise rapidement ce qu'il met dedans et surtout, si possible, aller encore plus loin avec une loi et mettre en place aussi, associer le secteur privé, parce que le gouvernement ne peut pas toujours mettre les moyens qu'il faut, 1 milliard, 2 milliards pour financer les startups, mais le secteur privé peut être encouragé, comme on a fait pour le sport, comme on a fait pour d'autres, le tourisme. Voilà, on peut aussi encourager le secteur privé à constituer un fonds que les startups béninoises pourront aller exploiter pour le développement. D'accord. À présent, je vais vous permettre quand même d'ouvrir l'ordinateur et de nous lire ce qu'il y a comme contenu. On n'a pas d'avis, malheureusement. Ce n'est pas des sujets qui intéressent, malheureusement. On aurait parlé de toute autre chose, de people, que les gens auraient afflué sur la page Facebook et le compte Twitter. Malheureusement, les sujets importants qui touchent à la vie de la nation. Non, il ne faut pas s'en prendre non plus aux internautes. On parle de choses il faut s'en prendre aux internautes. On parle de choses abstraites qui ne sont pas forcément abstraites. Quand on parle aujourd'hui de start-up, on voit aujourd'hui ce qu'elles proposent, ces start-up-là, ces jeunes entreprises innovantes. On voit ce qu'elles proposent aujourd'hui dans notre quotidien, ce qu'elles font pour changer notre quotidien. Surtout les emplois. Et surtout en termes d'emploi, c'est vrai que ça n'emploie peut-être pas 1000 personnes, mais quand même, ça remplace que ça peut employer pour permettre à certaines personnes de notre société d'avoir accès, je veux dire, à une forme de sécurité sociale en ayant déjà un petit salaire ou en ayant déjà de quoi vivre au quotidien. Pas suivre, mais de quoi vivre au quotidien. C'est déjà important. Ça peut réduire, voilà. D'autres ont choisi l'option de la cybercriminalité avec ses corollaires. Ils sont en train d'être découragés. Ils sont en train d'être découragés. Allez, il y a toute une autre émission à venir encore sur la cybercriminalité. Prenez le rendez-vous pour bientôt. On va passer à présent au second sujet, messieurs, si vous permettez. Il s'agit donc de l'intelligence artificielle qui parle de start-up et qui parle d'intelligence artificielle. Ce sont les mots presque de la même famille. Ce sont des voisins. Et donc, aujourd'hui, on a tout fait où de plus en plus, beaucoup de personnes confondent start-up et entreprises dans le domaine du numérique. On va pourquoi pas faire la différence avec Maurice Tantan. Est-ce qu'une start-up, forcément, doit être dans le monde du numérique? Non. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que à la base, les start-up, le terme start-up a été appliqué à des entreprises qui ont commencé à innover avec le numérique. Mais aujourd'hui, de façon plus élargie, une start-up, comme on l'a dit depuis le début, c'est une entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Donc, ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Et qui est risqué. Et qui propose de l'innovation et qui a une capacité de croître très vite dans les 2-3 premières années, atteindre un niveau de maturité très vite. Donc, c'est pas, on peut être start-up en faisant du bois, bien sûr. On peut être start-up en faisant du design et pas du design numérique. D'accord. Allez, on en vient à présent à l'IA, l'intelligence artificielle. Le Bénin a adopté une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. En gros, est-ce qu'on peut avoir quelques lignes de ce que de quoi cela retourne? Oui, le Bénin a adopté une stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées. C'est un document stratégique, comme on a dit, sur 5 ans.
pour développer et tirer profit de l'intelligence artificielle. C'est ce que le gouvernement a expliqué. Et l'idée, c'est de tirer profit, comme je le disais, de cette technologie révolutionnaire qui est en train de prendre partout dans le monde. Et le Bénin, évidemment, a estimé que à partir du moment où on a une mouvance de transformation digitale dans le pays et qu'on voit depuis 2016 et avec le renforcement des structures qui sont constamment en train d'être faites, notamment avec le data center national qui a été mis en place, la digitalisation de plusieurs services et donc la génération de centaines de milliards de données, on peut exploiter cette capacité-là pour l'intelligence artificielle et pour créer davantage de solutions optimisées pour les Béninois, mais surtout aussi, et ça c'est ce qu'il faut signaler, l'une des choses que Madame la ministre du numérique et de la digitalisation a dit, c'est qu'il y a beaucoup quand on dit intelligence artificielle, c'est plusieurs choses, c'est plusieurs technologies qui se mettent ensemble pour générer l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça s'applique dans plusieurs domaines. Et il faut des métiers derrière, il faut des gens qui travaillent derrière. Et donc, il y a une grosse part de formation dans cette stratégie nationale. C'est plus de 140 actions précises que le ministère a compilé dans cette stratégie et une grosse partie des actions concerne la formation, donc dans les centres de formation, dans les universités et autres, pour donner aux jeunes béninois les capacités d'être en mesure de travailler sur les technologies de l'intelligence artificielle, que ce soit la statistique, que ce soit l'analyse de données, que ce soit le machine learning, que ce soit le deep learning, tout ce qui rend en compte de l'intelligence artificielle pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché, parce que c'est un marché international. Aujourd'hui, d'être compétitifs sur le marché, mais aussi de donner des ressources à l'État béninois pour pouvoir exploiter ce potentiel-là qui est là. Augustino, quels sont les enjeux, les intérêts de l'intelligence artificielle pour des pays en voie de développement comme le nôtre? Alors, quel est l'intérêt? Alors, aujourd'hui, l'intérêt, il est là, comme Maurice l'a rappelé. Lorsque vous dématérialisez un certain nombre de services aujourd'hui, lorsque vous avez assez le numérique dans le quotidien de votre population, c'est des données qui sont donc collectées. Il faut que ces données soient traitées et puissent être à la base, en fait, d'autres prises de décision, en fait. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est-à-dire, les gouvernants aujourd'hui peuvent prendre de bonnes décisions sur des données faites, sur des données réelles, en fait, qui sont analysées, traitées avec pas mal de logiciels derrière, et donc pouvoir faire des projections. C'est ça aussi l'intérêt de ces gens avec l'intelligence artificielle, l'enjeu pour nos pays, c'est de pouvoir faire des projections, de pouvoir anticiper sur les besoins, sur où va la population, où va un certain nombre d'intérêts aujourd'hui et quelles sont les priorités aujourd'hui dans lesquelles le gouvernement peut, ou bien nos pays en fait peuvent aller. Donc c'est quand même assez intéressant. Après, Moïse l'a parlé aussi de la formation, c'est aussi assez important aujourd'hui de voir que voilà, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas encore la ressource humaine prête pour pouvoir amener nos États à pouvoir exploiter de façon optimale toute cette intelligence artificielle. Et donc, voilà, l'enjeu, il est là, c'est assez capital aujourd'hui, mais après, c'est quelque chose qui est intéressant, mais il y a également le revers de la médaille. La protection des données, pouvoir être ciblé tout le temps. Donc, voilà, il y a un peu en tout cas, un peu de méfiance à avoir et à limiter un peu la ruée. Comme un ami aime bien le dit, quel est l'intérêt aujourd'hui de nous ruer vers cela, tout comme les pays de l'autre côté, alors que parfois on n'a pas peut-être tout ce qu'il faut comme arsenal pour se protéger de revers de la médaille, en fait. D'accord. Allez, Arnaud, quelle est votre lecture de ce sujet, l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle au Bénin, je pense, à travers la stratégie nationale, le gouvernement a voulu fixer son cap, a voulu donner les grandes orientations et comme on a parlé de législation tout à l'heure, il y a également comme action à mener, doter le pays d'une législation propice pour le développement de l'IA. Mais surtout pour pouvoir mettre le Bénin en exergue. Parce que le Bénin aujourd'hui, en termes du numérique, on est quand même l'un des pays
les plus matures. On est bien classé dans les indices de développement du numérique et tout. Et il faut aller loin. L'adoption de nouvelles technologies, c'est ce qui fait la différence entre plusieurs pays. Donc aujourd'hui, adopter cette technologie qui est aujourd'hui en train d'entrer dans nos vies de façon concrète, c'est en fait la chose à faire. Derrière, on a vu les actions. Elles sont bien sûr des actions, je vais dire, régaliennes de l'État. Parce que l'État veut également utiliser cet outil-là pour pouvoir aller un peu plus loin dans tout ce qui est fait déjà. Et c'est à saluer. Mais nous, en tant que secteur privé, on voudrait également, oui, il y a la partie formation, les métiers de l'IA qui vont vraiment être l'événement phare qui va positionner le Bénin comme étant un vrai hub, qui est le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle qui a démarré à sa première édition l'année dernière et qui aura sa deuxième édition cette année. Il y a toutes ces actions-là qui vont nous impacter, mais on voudrait également avoir un cadre propice pour pouvoir développer beaucoup plus de solutions. Et ce que nous ne voulons pas, ce que nous pouvons demander en termes de plaidoyer, c'est que les solutions qui vont être apportées soient réfléchies avec les entrepreneurs locaux béninois et les universitaires béninois. Parce que dans la première phase de ce que nous avons connu en termes de digitalisation, on a regretté le fait d'avoir eu beaucoup de solutions qui sont venues de l'extérieur, alors que ces solutions pouvaient être développées sur place. Et c'est pour ça que je ne suis pas souvent d'accord lorsque on dit qu'on n'a pas les compétences au plan local. On a des compétences pointues. Pointues, dites-vous. Oui, béninoises. Je peux vous en assurer, on en a qui sont sur le territoire, mais également d'autres qui sont hors du territoire. Mais le Bénin, vous savez, on a cette réputation-là et on ne l'a pas perdue. En tout cas, de ma génération, des générations qui nous ont précédés, après, je ne sais pas pour les générations qui sont en arrière, on a quand même beaucoup de personnes qui ont beaucoup étudié, qui ont des compétences pointues en la matière. Aujourd'hui, vous avez des algos IA qui fonctionnent sur Apple, et dans les équipes de développement, il y a des Béninois. Il y a des Béninois. Vous avez des choses banales qui se font ici chez nous, en termes simples, par exemple, de publicité Facebook avec des algorithmes, qui sont faits par des jeunes Béninois. Et quand vous les voyez, ils n'ont pas, ils n'ont pas vraiment l'expérience de MIT ou bien de Stanford aux États-Unis. Ils ont étudié à Boumé-Calavi, à Parakou, ici chez nous. Donc, on a ces compétences-là qu'on peut améliorer. Parce que ce qui se fait ailleurs également, c'est que généralement, lorsqu'on veut développer ces compétences-là, on choisit les plus capés au plan local et on les envoie dans des environnements où c'est déjà développé. Ils vont apprendre, ils reviennent avec cette compétence pour les mettre au service de la nation. Au lieu de payer beaucoup d'argent, je dirais, à des firmes étrangères qui ont développé leur licence et qui ne font que nous la vendre. Et on dépense l'argent du contribuable alors qu'on pourrait aider à développer le pays avec cet argent-là. Donc du coup, ce que nous, on peut faire comme plaidoyer, c'est de dire aujourd'hui, on a vu les domaines, on a vu les actions qui ont été projetées. Il y a des solutions qui sont en balbutiement, qui ont été pensées ici. Il y a même des idées qui sont très avancées. Pourquoi ne pas organiser des détections pour pouvoir identifier ces solutions-là, investir sur leur réussite et pouvoir l'adopter au plan national afin que le gouvernement puisse gommer un peu cette tâche de ce que le gouvernement fait toutes les solutions en 4 murs et n'associe pas souvent les startups. Très bien. Allez, je pense que c'est assez explicite. Merci beaucoup à vous, Arnaud Goussanou. Vous êtes entrepreneur dans le domaine du numérique. Merci également à Augustino, entrepreneur également. Il a sa start-up. Il est vendeur-loueur. Tout simplement, c'est ça qui lui donne de l'argent, tout comme l'autre qui est vendeur de poulet et qui est devenu milliardaire en dollars en plus. Merci beaucoup à vous, mon cher Maurice Tantan. Merci, Eman. C'est un plaisir de vous avoir toujours à mes côtés. Juste après ce débat matinal, il y aura bien évidemment les sports de Blaise Adanko. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle ni de start-up, mais il s'agira de football. De football avec Cédric Moutondier et son interview exclusive accordée à la télévision nationale. Et puis, on parlera aussi de Première Ligue, pourquoi pas. Derrière la revue de presse de Marcel Rossi, il fera le point de ce qui a été dit dans les journaux pour le compte de leur parution d'aujourd'hui. À tout de suite.